Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Regardons ensemble les titres de ce samedi 3 juillet, 20h. Le Japon, touché par de fortes pluies la nuit dernière, des villes ont été englouties sous d'impressionnantes coulées de boue. La station balnéaire d'Atami a fortement été touchée, 20 personnes sont portées disparues. Premier jour de ce grand week-end de départ en vacances, vous étiez nombreux à prendre la route aujourd'hui en direction du sud. Les réservations explosent, exemple dans la station balnéaire de Carry-le-Rouet. 2000 caméras piétons, nouvelle génération équipe depuis jeudi, policiers et gendarmes. Elles seront 30 000 à la fin de l'année. Objectif, se protéger contre de possibles agressions. De la culture avec cette exposition à Téhéran, une série de toiles de l'artiste Andy Warhol est à découvrir, des toiles jamais exposées. La nuit dernière, de fortes précipitations se sont abattues sur le centre du Japon. De fortes coulées de boue ont détruit des dizaines d'habitations dans la station balnéaire d'Atami. 20 personnes sont portées disparues. Hugo Pufney. Un déferlement venu de la montagne, comme une vague chargée de débris, qui arrache sur son passage des maisons, voitures et poteaux électriques. Des coulées de boue aussi impressionnantes que soudaines. Alors que ces pompiers évacuent la zone, ils n'ont que quelques instants pour fuir et tenter de rester en vie. Un peu plus loin, piégé par un premier glissement de terrain, ce conducteur réussit à s'extirper. 4 secondes plus tard, une deuxième coulée de boue. Très vite, les secouristes ont commencé les recherches pour retrouver les disparus dans une ville dévastée. Des dizaines de maisons sont détruites, près de 3000 habitants n'ont plus d'électricité et les routes sont devenues impraticables. Le Shinkansen, le TGV japonais, est lui aussi à l'arrêt. Atami est une station balnéaire située au sud-ouest de Tokyo. Le principal glissement de terrain s'est produit au-dessus de la ville, en pleine journée, causé par des pluies torrentielles. À Atami, il est tombé plus de 300 litres d'eau au mètre carré en moins de 48 heures. Voyez également ces images impressionnantes, une mer en flammes au large du Mexique. C'est la conséquence d'une fuite de gaz d'un pipeline sous-marin. L'incendie a été maîtrisé au bout de 5 heures avec de l'azote. C'est le premier grand week-end des départs en vacances. Beaucoup de Français ont pris la route ce matin avec au bout du chemin les premiers moments de détente. Les stations balnéaires font le plein. Reportage à Carry-le-Rouet de Théo Soumont et d'Élodie Pépin. C'est le tout premier bain des vacances. Cédric Bailly et ses 2 enfants ont roulé de nuit depuis Limoges pour savourer ce moment sur la plage de Carry-le-Rouet. C'est la tranquillité, c'est poser les valises et puis se dire voilà, on pense plus à rien, on va kiffer la journée, quoi. Les vacanciers sont encore peu nombreux sur le sable, mais ils arrivent. Et ce restaurateur, qui a perdu 30% de son chiffre d'affaires l'an passé, veut croire à un été prometteur. Ils prennent plus le temps de rester en terrasse, de manger une glace ou de boire un coup, mais ça dure plus longtemps, même pendant les repas. C'est ce qui nous rend optimistes, parce qu'en faisant comme ça, on pense que la saison va être bonne. Pour joindre l'utile à l'agréable, un centre de vaccination est ouvert 7 jours sur 7, juste à côté de la plage. Cette habitante des Yvelines, en vacances pour 2 semaines, en profite ce matin pour recevoir sa 2e dose de Moderna. Allez, c'est parti. C'est parti. On relâche. Ouais. C'est bon ? C'est bon. Si ça permet à un plus grand nombre de personnes d'être vaccinées, moi je suis pour. Et puis en plus dans ces centres ici, il y a quand même moins de monde, c'est fluide. Ici, tout est fait pour faciliter la vaccination des touristes de passage. Soit la personne arrive en fin de journée, il nous reste quelques doses, et à ce moment-là on lui propose de le vacciner immédiatement. Soit c'est pas le cas, on lui donne un rendez-vous assez rapidement, il se fait vacciner et après il prend le second rendez-vous là où il habite. 200 personnes se font vacciner chaque jour au centre de Carry-le-Rouet. Une montée en puissance est possible au cours de l'été, en fonction de la demande des vacanciers. Rappelez-vous, en octobre dernier, la vallée de la Roya dans les Alpes-Maritimes fut dévastée par la tempête Alex. Un élan solidaire s'est organisé autour d'un habitant coupé du monde pour lui construire une passerelle. Leslie Benzaken et Virgile Yadot.
C'est la fin de 10 mois de galère pour Serge Bonneville. Grâce à cette passerelle flambant neuve, cet habitant de Saint-Dalmas-de-Tende peut enfin accéder à sa maison située de l'autre côté de la Roya. Cette passerelle avec la cascade dessus, ça va me refaire une vie plus ou moins normale. C'était trop compliqué. Dès que la rivière montait, je commençais à flipper d'être obligé de faire le tour par la montagne pour rentrer chez moi. La nuit du 2 au 3 octobre dernier, la tempête Alex a dévasté l'arrière-pays niçois. La Roya en furie a tout emporté sur son passage, détruisant des dizaines de maisons et de ponts, comme celui-ci qui permettait à cet agriculteur de rentrer chez lui. Depuis, pas d'autre choix que d'emprunter cet accès de fortune installé dans le lit de la rivière. Quand je me suis levé le matin, j'avais les larmes aux yeux, comme tous les gens du coin. On était perdus, on aurait dit des zombies, tout le monde se regardait de partout, tout cassé. Le département lui a proposé de le reloger, mais Serge n'aurait abandonné sa maison de famille pour rien au monde. Alors, un formidable élan de solidarité s'est mis en place. 300 bénévoles l'ont aidé à bâtir cette passerelle. Encore merci, ouais. Franchement, ça a été long, mais on l'a eu. Une cagnotte a même permis de récolter 12 500 € pour les travaux. Sur le chantier, l'émotion est palpable. Serge fait partie de ce qu'on appelle communément les trous de la raquette. Il était seul, isolé, il n'était pas aidé par les collectivités. C'est pour ça que la solidarité a remplacé et on est là tous pour lui. Il y a la tradition de mettre un bouquet de fleurs quand on finit une toiture. Et ben voilà, le pont est fini, c'est fêté. On est tellement contents, on a bossé comme des fous. Difficile de dire si le pont sera un jour reconstruit. Pour l'heure, Serge préfère aller de l'avant et ne pas trop se retourner sur le passé. C'est une petite révolution pour les gardiens de la paix. Depuis jeudi, 2000 caméras piétons de nouvelle génération équipent progressivement policiers et gendarmes. 30 000 seront déployés sur les territoires d'ici la fin de l'année. Reportage à Turcoing de Liane Courtet et Mélior Moima. Des caméras piétons nouvelle génération, bien fixées sur l'uniforme. Outil désormais indispensable aux policiers et gendarmes lors de leurs vacations, comme ici à Tourcoing. On la déclenche si on sent qu'il y a une animosité envers nous ou si les individus peuvent être un moment dangereux ou nous porter atteinte. Dès lors qu'il décide de l'activer, l'agent doit obligatoirement en informer la personne contrôlée. Je vous informe que vous êtes filmé de la caméra piéton. Un dispositif censé apaiser dans un contexte de tension entre forces de l'ordre et citoyens. C'est très bien pour la protection des individus et aussi pour leur propre protection. Quand il y a eu par exemple des grosses émeutes ou alors pendant les gilets jaunes, etc., ça permettra justement de remettre les choses en place. Rassurer la population mais aussi les policiers lors de leurs interventions. On peut avoir tout de suite les images et on n'est pas mis en porte-à-faux par rapport à ça. De retour au commissariat, comme après chaque patrouille, obligation de transmettre les images. Elles sont stockées dans un serveur sécurisé 6 mois au maximum, sauf en cas de procédure judiciaire. La globalité des images reste enregistrée sur le serveur et est insusceptible de modification ou de suppression. Pourtant, le dispositif est loin de faire l'unanimité. Cet avocat y voit des difficultés comme le fait que le citoyen ne peut s'opposer à être filmé. Surtout, il regrette que le déclenchement de ces caméras ne soit pas systématique. C'est eux qui choisissent quand, comment, dans quel contexte. Et donc ça devient finalement un élément à charge, là où dans l'esprit ça devrait être plutôt une garantie. Et une garantie en réalité pour tous d'ailleurs, pas uniquement pour les fonctionnaires de police, mais également pour les citoyens. À l'origine, l'article 21 de la loi sécurité globale donnait la possibilité de rendre les images publiques. Le projet a finalement été retoqué. Une exposition exceptionnelle se tient à Téhéran en Iran depuis la mi-juin. Une série de toiles d'Andy Warhol jamais exposée est à découvrir. Stéphanie Pérez, Régis Maté et Ludovic Lavieille. Mick Jagger, Marilyn Monroe, Jackie Kennedy. Les icônes pop art d'Andy Warhol en vedette à Téhéran. Le maître américain célébré en superstar en Iran. Dans la capitale iranienne, cette exposition inattendue et branchée, c'est l'événement culturel à ne pas manquer. Quand j'ai entendu parler d'une nouvelle exposition Warhol, je pensais que ça se passait à l'étranger. Mais non, c'est chez nous, en Iran. C'est une vraie surprise. Je ne savais pas qu'on avait des Warhol. J'avais découvert sur Instagram les tableaux de Marilyn Monroe, qui sont célèbres. Mais je ne savais pas qui était Andy Warhol. Alors ça m'intéressait de le découvrir.
Parmi les 7 séries exposées, les fameuses canettes de soupe Campbell, ou comment un objet de consommation américain est devenu une œuvre d'art universelle. Les visiteurs ne le savent pas tous, mais ils sont privilégiés. Cette série de soupe Campbell des impressions sur soie a été achetée dans les années 60 comme tous les tableaux d'art contemporains que nous possédons. Mais cette œuvre symbolique de Warhol n'a jamais été exposée, elle n'est jamais sortie de notre réserve. Des toiles jamais vues, qui sommeillaient depuis la révolution islamique de 79 dans la réserve du musée d'art contemporain de Téhéran. Au total, 3500 chefs-d'œuvre estimés à 3 milliards d'euros et convoités par les collectionneurs du monde entier. C'est l'impératrice Faradiba qui avait supervisé cette collection unique. Passionnée d'art avec son époux, le Shah d'Iran, elle avait reçu Warhol en 1976 et posé pour ses portraits très prisés. C'était avant l'arrivée des mollahs, avant la rupture entre l'Iran et l'Occident, avant que les œuvres jugées subversives ne soient cachées. Aujourd'hui, les toiles de l'Américain ressurgissent dans un contexte diplomatique toujours tendu. Pour ce peintre iranien, les occasions de nouer le dialogue ne doivent pas être négligées. Il est plus vieux maintenant. Nous, on s'intéresse à votre culture. On en sait beaucoup plus sur vous, les Occidentaux, que vous n'en savez sur nous. Il faudrait peut-être venir nous voir. Warhol et ses célébrités, des trésors jalousement protégés qui ne sortiront pas d'Iran. Dans le climat de méfiance actuel entre Iraniens et Occidentaux, le musée refuse de prêter ses tableaux. C'est la fin de ce journal, on se retrouve demain à 20h pour un prochain point sur l'actualité. Belle soirée à tous, à demain.